Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport, l'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Laurent Garnier tous les mercredis. Bonjour Laurent. Bonjour Audrey. Nos invités du jour, Michel Coloma pour parler natation. Bonjour. Bonjour. Et Romain Blatt et Christian Bonhomme pour parler rugby. Bonjour. Au sommaire, maintenant vous avez l'habitude avec le format de cette émission qui se déroule en demi-temps de 2 fois 15 minutes. Juste avant le coup d'envoi et l'entrée des joueurs sur le terrain, nous retrouvons les résultats sportifs des grands événements de la semaine, suivis de la chronique du tour. En première mi-temps, nous accueillons donc Michel Coloma, directeur général des Dauphins du TOEC et trésorier du comité départemental de natation de la Haute-Garonne, pour parler du mondial de natation qui se déroule actuellement à Fukuoka. Oui, bravo, j'ai réussi. c'est bien. Au Japon, et de la natation en Haute-Garonne. Ah, Michel n'est pas d'accord. La deuxième mi-temps, nous reviendrons avec Romain Blatt, conseiller technique de la Ligue Occitanie de rugby, sur le parcours de l'équipe de France des moins de 20 ans qui nous ont bien époustouflés ce week-end en Coupe du Monde. Et nous ferons un tour d'horizon sur le rugby dans le département avec Christian Bonhomme, secrétaire général du comité départemental de rugby de la Haute-Garonne. La chronique de ce match avec Norbert Hens qui nous présentera du coup le service civique, une chronique sport, éducation et citoyenneté. Mais tout de suite dans l'avant-match avec les résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant-match. Alors Audrey, avec une semaine très fructueuse en résultats sportifs. Alors très fructueuse, mais on va commencer par une discipline où malheureusement nous n'avons pas trop brillé. Donc on en parlait la semaine dernière, les mondiaux de parathlétisme à Paris au stade de Charletti. Le bilan est très contrasté pour l'équipe de France qui ne compte que 4 médailles de bronze et pointe au 54e rang du tableau des médailles. Donc le bilan est très rude pour la France et à la maison, seulement 8 quotas paralympiques ont été décrochés. L'impression après une semaine de compétition, c'est que l'équipe de France traverse ces mondiaux à domicile dans une triste carence sportive. On enchaîne sur le football avec l'équipe de France féminine et pour leur ultime match de préparation avant la Coupe du Monde, les Bleus se sont inclinés face à l'Australie 0-1. Donc c'est la première défaite de l'ère Hervé Renard qui est resté sur 3 succès depuis sa nomination à la tête des Bleus. Oui, mais ils venaient d'arriver en Australie, ils étaient fatigués les filles. Et puis il fait plus chaud peut-être. Ouais. Non, au contraire, il fait froid, on est en hiver là-bas. Ah bon, ok. En triathlon, on enchaîne aussi avec Cassandre Beaugrand, championne du monde de super sprint. Alors là, c'est une nouvelle discipline. La Française de 26 ans a remporté le titre mondial de super sprint de triathlon. Donc pour info, le super sprint, c'est 300 mètres de natation, 7,5 km de vélo et 1,75 km de course à pied qui s'est déroulé à Hambourg. Et du coup, Cassandre a fait tout ça en 21 minutes et 35 secondes. Et elle est championne du monde, c'est le premier titre dans cette discipline en tout cas. Donc félicitations à Cassandra. Voilà, et donc on passe au tennis de Wimbledon chez les dames, plus constante en finale que la Tunisienne Ons Jabeur. La Tchèque Markéta Vondrousova a remporté à Wimbledon le premier titre du Grand Chelem de sa carrière, 6-4, 6-4. Finaliste à Roland-Garros en 2019 puis aux Jeux de Tokyo en 2021, elle a enfin transformé l'essai samedi à Wimbledon. Et on ne parlait pas de rugby mais bien de tennis. Chez les hommes, une performance extraordinaire avec un match qui a duré 4h42. Le match attendu, Carlos Alcaraz a dominé Novak Djokovic à Wimbledon et remporte le 2e Grand Chelem au terme d'une finale extraordinaire qui a tenu toutes ses promesses. Carlos Alcaraz a pris le dessus sur Novak Djokovic en 5-7, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 en finale de Wimbledon. L'Espagnol de 20 ans, numéro 1 mondial, s'est adjugé son 2e Grand Chelem après le US Open 2022. En voile olympique, alors là c'était très intéressant, ça se passait à Marseille, c'est en pré-olympique avant les Jeux, sur ce grand terrain d'eau de la Méditerranée. Les Bleus ont frappé très fort à Test-Oven de Marseille, avec en dériveur 4-7, Camille Lecointre et Jérémy Millon ont remporté le Test-Oven à Marseille, série devenue mixte après les Jeux de Tokyo, 3e au championnat du monde 2022 et 4e à l'Europe en mai dernier. Ils confirment après près d'un an des Jeux leur place au sommet de la hiérarchie. Dans le kit foil, après d'un an des Jeux, les Bleus ont frappé fort. Nouvelle discipline olympique sur le plan d'eau de Marseille, dominateur de bout en bout. Lauriane Nolo, 24 ans, et Axel Mazella, 25 ans, ont remporté le test event, répétition générale, grandeur nature des Jeux, et envoyé un signal fort à leurs adversaires. En 49er, Erwan Fischer et Clément Pékin ont terminé deuxième du test event, médaille d'argent, derrière les Néerlandais Bart Lembrechts, Florent Van Verken.
encourageant à près d'un an des JO. Et pour terminer, toujours en voile olympique, planche IQ-Fall, nominateur lors des courses de qualification, Nicolas Goyard a décroché l'or au Test Event de Marseille. C'est la 5e médaille pour la France, la 4e en or. Et donc en rugby, on va en parler justement en deuxième mi-temps, la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Donc ça y est, les Bleuets, champions du monde pour la 3e fois d'affilée. L'équipe de France est largement imposée, donc 50-14 contre l'Irlande. Alors là, c'est carrément une rouste, comme on dit chez nous. En finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc les joueurs de Sébastien Calvé ont réalisé une nouvelle performance collective de taille avec 7 essais au total. Et allez les petits, pour reprendre une expression chère à l'ancien journaliste commentateur Roger Couder. Et en basket, il y a eu également l'Eurobasket des moins de 20 ans et au bout d'une finale époustouflante, l'équipe de France U20 est devenue dimanche soir également championne d'Europe en dominant Israël 89-79 après prolongation. Et ouais, comme quoi nos jeunes marchent bien en ce moment en sport collectif. Moins de 20 ans, on le voile en poupe. Voilà, tout à fait. Et alors, on passe bien sûr sur l'événement en ce moment qui est le cyclisme avec la 110e édition du Tour de France. Et samedi, donc l'étape 14, Annemasse, Morzine, les Portes du Soleil, une étape de 152 km. Au terme d'une 14e étape marquée par les chutes et 7 abandons, dont celui de Romain Bardet, Carlos Rodriguez s'est imposé à Morzine. Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune. Le lendemain, dimanche, étape 15, les Jets, les Portes du Soleil, Saint-Gervais, Mont-Blanc, 180 km. Parti dans la bonne échappée, Wout Poels s'est adjugé dimanche la 15e étape du Tour de France en solitaire. Statu quo en tête du classement général, Jonas Vingegaard ayant toujours 10 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. C'est l'heure de la chronique du Tour maintenant et on se retrouve dans quelques instants. La chronique du Tour. Pour cette 3e chronique du Tour, nous vous proposons une plongée dans l'histoire du Tour avec ses chiffres et ses statistiques. Savez-vous quel est le plus grand nombre de victoires pour un coureur sur le Tour de France, mesdames ? Alors là, moi, pas du tout. Je sais pas non plus. Alors, il faut savoir qu'on a 4 coureurs qui ont gagné 5 Tours de France, dont le fameux Jacques Anquetil, qui est donc le français, Eddy Merckx, le belge, Bernard Hinault et Miguel Indurain, qui ont tous les 4 gagné 5. Ah, lui, je le connais. Voilà, lui, tu le connais. Voilà. Alors après, bon, allez, faut quand même aller jusqu'au bout. Christopher Froome, qui est un Anglais, a gagné 4 fois. Philippe Thys, belge, a gagné 3 fois. Louison Bobet, ça nous ramène quelques années en arrière, a gagné 3 fois. Et Greg LeMond, États-Unis, a gagné 3 fois. Autre statistique, autre chiffre, plus grand nombre de fois qu'un coureur a porté le maillot jaune. Est-ce que ça vous inspire, mesdames ? Pauline, Audrey ? Je dirais Eddy Merckx. Ah, Eddy Merckx, très bien. Et pour combien ? Allez, au hasard, un chiffre. Nombre de fois qu'il a porté le maillot jaune, ce coureur. 80, allez. 95. Personne d'autre ? Aucune idée ? Oui, jouer. Non, aucune idée. Allez, 111 fois. C'est le record absolu. Eddy Merckx, le belge, que tout le monde connaît, c'est un nom connu. Derrière lui, il y a notre français, notre fameux blaireau, comme on l'appelait à l'époque, Bernard Hinault, qui a gagné 79 fois le maillot. Miguel Indurain, 60 fois. Christophe Froome, 59 fois. Et Jacques Anquetil, 52. Voilà pour le plus grand nombre de maillots portés par un coureur. Plus grand nombre de victoires d'étape maintenant. On va retrouver toujours le même. Eddy Merckx et Mark Cavendish, qui sont à 34 actuellement. Victoire. Pour Eddy Merckx, ça sera terminé, mais Mark Cavendish peut encore augmenter ce chiffre. Bernard Hinault, toujours le français, a gagné 28 fois. Et André Leduc, beaucoup plus vieux, 25 victoires d'étape. Plus grand nombre encore de victoires d'étape sur un seul tour. Donc je dis bien un seul tour. On a plusieurs concurrents. Charles Pélissier en 1930 qui a gagné 8 étapes sur le même tour. Eddy Merckx en 70 et 74, 8 étapes aussi. Et Freddy Mertens, un autre Belge, 8 étapes aussi sur un seul tour. Autre chiffre, plus grand nombre de podiums à l'arrivée. Alors là, et je vous le donne en mille, c'est un Français, une petite idée. Il n'a jamais gagné le tour, mais il a toujours été plusieurs fois sur le podium. Et c'est... Allez. Non. Poulidor. Bah voilà, Poulidor, qui a l'éternel second, mais qui a quand même été 8 fois sur le podium de ce Tour de France. Plus grand nombre de participations. Et là, je me tourne vers Pauline, parce que Pauline, elle doit savoir, on y Pauline. était la semaine dernière, alors on l'avait entendu normalement. Alors c'est 18 avec Sylvain Chavanel. Bravo, Ouais. Pauline. Voilà, au moins elle a bien récité, elle l'a rencontré la semaine dernière. Et vous pouvez donc réécouter la belle chronique de Pauline sur Sylvain Chavanel. Le plus grand nombre de maillots verts. Le maillot vert, c'est, vous le savez, c'est celui qui est... Sprinter. Voilà, le sprinter, bravo, il y en a qui suivent. Donc, quel est celui qui a gagné le plus grand nombre de maillots verts ? Il est assez connu. Peter Sagan. Très bien, voilà, Peter Sagan. Allez, bravo. un chiffre au hasard. Nombre de fois maillot vert. Ouais. Il a été au 7 fois.
Bravo, Oh là bravo, là. c'est le chiffre. 7 fois. Il y a Peter eu Sagan, un peu 7 de fois. chance. Voilà, bravo en tout cas. Non, mais c'est bien fait. Plus grand nombre de maillots blancs. Alors ça, je le savais. Maillot à pois rouge, pardon. Non, mais ça, je le savais parce que chaque fois que je le voyais et je le savais, c'était Richard Virenque. Pour combien de fois Je vais tricher, je vais dire comme Romain cette fois. Allez. C'est exact. 7 fois pour Richard Virenque, le français Virenque qui est arrivé avec ce maillot à pois rouge qui lui sied très bien. Plus grand nombre de maillots blancs, donc ce sont les plus jeunes. Hein. Et là, il y en a plusieurs. Jan Ullrich, l'allemand, Andy Schleck, luxembourgeois, et Tadej Pogačar, qui lui est toujours en course, puisqu'il le porte actuellement sur le circuit, avec 3 victoires dans maillot blanc. Il nous reste le nombre de victoires par nation. Alors là, c'est intéressant de savoir un chiffre. Alors, on prend des nations et dites-moi, est-ce que vous avez un chiffre qui vous vient sur le nombre de victoires par nation ? Ouais, alors on est à 110e, c'est la 110e, c'est ça Voilà, donc je vous donne des noms de pays comme ça, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, les États-Unis, Danemark, Pays-Bas, Slovénie et Suisse, Allemagne, Australie, Colombie et Irlande. Voilà, dans toutes ces nations, je vous ai donné les nations qui ont participé, quel est le plus grand nombre de victoires ? Un chiffre. Et quelle nation, bien sûr. La nation, moi je dis on est... La Belgique. Ah non, moi je dis on n'est pas objectif. C'est Belgique le ou Tour de Espagne France. Moi, je pense la France. Ouais. Alors la Moi, France, moi, je me suis toujours dit c'est ça. effectivement, parce qu'il faut remonter Parce que assez c'est loin. chez nous. Sachant que ça joue chez nous et qu'effectivement les premières années étaient très françaises. Donc la France avec 36 victoires Ouais, qui par a contre, gagné. je m'attendais pas Voilà. autant. La Belgique est beaucoup plus loin que ça, elle est à 18 victoires. Après Ouais, on numéro descend 2. l'Espagne, l'Italie 10, la Grande-Bretagne 6, Luxembourg 5, États-Unis 3, Danemark, Pays-Bas, Slovénie et Suisse 2, Allemagne, Australie, Colombie et Irlande une fois. Voilà. Et il nous reste donc deux petits points à voir. L'écart le plus grand entre le maillot jaune et son suivant au classement final, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième. Donnez-moi un écart en temps. Je dirais 10 minutes. Ouais, moi j'aurais dit allez 15. Alors, pas du tout. C'est 2h49 minutes et 21 secondes Énorme, hein en 1903 entre Maurice Garin, France, et Lucien Potier, France. Et l'écart le plus petit entre le maillot jaune et son suivant au classement final, ça c'est plus d'actualité. 8 secondes en 1989 entre Greg LeMond, États-Unis, et Laurent Fignon. Ça a été un souvenir épique, un grand Tour de France. Et puis on va terminer, le vainqueur le plus âgé et le plus jeune. Le vainqueur le plus âgé du Tour de France. Moi j'aurais dit 50 ans. Allez. Alors c'est Firmin. Moi j'y crois. Firmin Lambeau, Belgique, en 1922, qui avait 36 ans. Et le plus jeune, c'est Henri Cornet, France, en 1904, qui avait 20 ans. Voilà, à titre indicatif, le vainqueur du Tour 2022, c'est Jonas Vingegaard, Danemark. Il était âgé de 25 ans. Le Tour 2023 s'achèvera dimanche prochain sur les Champs-Élysées, nous livrera de nouveaux champions, il bousculera tous ses chiffres et statistiques pour ajouter son histoire à cette légende des géants du Tour. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Tour. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Michel Coloma. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Michel Coloma, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Si on parlait sport et plus particulièrement de natation et des mondiaux qui se déroulent au Japon à Fukuoka. Fukuoka. Voilà, donc on va essayer d'y arriver à la fin, Michel, et tu vas me corriger. Donc Michel, directeur général du TOEC et trésorier du président du comité de natation de Haute-Garonne. Tout à fait. Avant d'aborder la natation dans le département et la région, quelle est votre analyse sur les mondiaux de natation qui ont débuté ? Alors en fait, les mondiaux de natation, ils ont débuté d'abord par la natation synchronisée, la natation artistique, maintenant. Et le plongeon, le water-polo, et à partir du 23, c'est la natation sportive qui commence, la natation course. Alors, une petite analyse un peu sur ce qui va se passer, un peu les tendances, parce que vous êtes un peu dans le circuit quand même. Oui. Voilà, j'allais dire. Donc, comment vous percevez un peu ces championnats du monde où on attend bien sûr quand même des résultats côté français ? Alors on attend des résultats côté français, surtout parce qu'on a une pépite à Toulouse, Eh oui. qui s'appelle Léon Marchand, mais qui n'est pas seul sur place, mais qui est sans doute un des pourvoyeurs principaux des médailles pour l'équipe de France, quoi. Voilà, donc là ils sont en train de se préparer en banlieue de Fukuoka, et mercredi ils regagnent la ville des championnats du monde. Et ce matin, tout le monde était en forme. Donc, Vous avez des petits échos quand même, des retours de là-bas quand même ? Ouais, tous les jours on s'appelle. Ouais. Bon, ils sont motivés, vous pensez que les états d'esprit... Motivés, ils le sont. Après, ça reste du sport, donc tout peut arriver, mais ils sont en phase de gagner et de remporter pas mal de choses. Ouais. Alors donc en individuel, mais en relais aussi, on a des chances, parce que c'est pas forcément de la même chose. En relais, c'est plus difficile, hein, mais ça sera surtout sur les épreuves individuelles, effectivement, où les médaillés français ont le plus de chances, où les nageurs français auront le plus de chances de briller. Alors en plus, en relais, là, pour une fois, les Bleus, ils seront 32 à avoir été sélectionnés. L'an dernier, ils étaient 21.
Donc on peut se dire que c'est une super belle progression pour notre équipe. Oui, il y a beaucoup plus de qualifiés que les années passées, effectivement, que les mondiaux passés. Mais on peut avoir fait des temps de qualification sans pour autant apparaître en finale ou arriver à être sur le podium. Mais oui, ça fait une belle brochette. Belle brochette. Il y a des quotas à récupérer encore pour un certain nombre de garçons ou de filles sur place ? Non, la prochaine fois qu'on se qualifiera pour les Jeux, ça sera au championnat de France qui auront lieu en juin 2024. Ah oui. À Chartres, le dernier ticket d'entrée pour les Jeux. D'accord, donc là, ils peuvent encore prendre des quotas au championnat du monde ou pas du tout ? Non, ça sera au championnat de France. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont tous obligés de passer par les championnats de France. Il n'y a pas de dérogation, c'est une obligation. Oui, tout à fait. C'est sévère comme système. C'est le jeu. C'est le jour du bac, on a le bac. Hein. Là, le bac, en l'occurrence, en natation, il faut mieux savoir nager que... Exactement. Voilà. Et donc, une petite question par rapport au nombre de compétitions. Il y a tellement de possibilités en natation. On est représenté dans toutes les nages. Comment ça se passe ? Oui, il y a des nageurs qui sont dans toutes les disciplines, effectivement, oui, cette année. Oui. Donc, quelles sont les spécialités Léon Marchand, on connaît un petit peu, mais quels sont un petit peu ceux qui sont dans les nages et qui sont les pressentis pour être... Après, il y a des piliers de l'équipe de France comme Florent Manodou, quoi, capitaine, qui revient en forme, effectivement, qui peut briller sur 50 libres. 100 mètres, ça sera un peu plus compliqué, mais sur 50 libres, il peut briller là-dessus. Puis après, il y a d'autres nageurs qui sont sur la nage libre, qui passent de montrer qu'ils sont aussi des patrons, comme ils l'ont fait l'an passé, quoi. Après, sur d'autres épreuves, c'est un peu plus compliqué, mais ces deux épreuves-là, plus celle de Léon, ça va être des épreuves où chacun va pouvoir tirer son épingle du jeu. Et encore une fois, après, ça reste des champions du monde et une compétition, et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, des gens qui peuvent passer à côté de la plaque, et puis des gens qui peuvent se transcender et qu'on n'attendait pas, et qui peuvent arriver à être sur des podiums ou dans des finales. Moi, du coup, merci pour cette analyse. On va leur souhaiter, dans tous les cas, bonne chance. Et c'est sûr que, du coup, dans le département, comment est organisée, du coup, et structurée la natation au sein de notre département ? Il y a des clubs sur tout le département de Haute-Garonne. Et ensuite, bien entendu, le comité départemental qui gère la natation départementale, mais qui est plus orienté sur la formation des benjamins ou des jeunes nageurs, quoi. Les nageurs du groupe au-dessus, bien que le comité départemental s'en occupe, c'est plutôt le travail et le rôle de la Ligue qui doit s'occuper de ces nageurs-là, quoi. Le département, c'est plus basé sur la formation et des jeunes nageurs et des éducateurs dans les clubs aussi. Voilà. Donc là, les dauphins du TOEC, c'est quoi la différence au sein du département et qu'est-ce que vous gérez concrètement Alors, nous, au sein du département, on est... Et eux, sur le plan national aussi, d'ailleurs, on est le premier club de France, donc 2000 adhérents environ. Et donc, pour une formation, ça fait la 15e année consécutive que les Dauphins du TOEC sont le premier club de France au classement élite. Donc, voilà. Donc, on gère beaucoup de monde. Il y a un centre de formation, puis un groupe élite aussi. Parce que, en fait, le but du jeu, c'est qu'on ait des nageurs qui soient formés sur le plan sportif, mais aussi sur le plan scolaire, quoi. Universitaire aussi. Donc du coup, à quel âge ils commencent ? À quel moment vous les recrutez ? C'est un recrutement ? C'est un tournoi ? C'est un championnat ? Non, tout le monde peut venir au début ? Oui, n'importe qui peut venir au début. Ça veut dire qu'ils commencent à nager à partir de 3 ans s'ils veulent. Et puis après, en fonction de leur potentiel ou pas, ils sont orientés sur des groupes de compétition, sur un centre de formation, un horaire aménagé, un centre de formation ensuite, et puis après un groupe d'élite qui prend le relais. Mais n'importe qui, entre guillemets, peut rentrer là-bas. Après, il y a aussi des gens qui arrivent de l'extérieur et qui font une demande parce que c'est pareil comme dans les sports co, hein. Les résultats font que ça attire des sportifs de haut niveau et donc ils veulent rejoindre les équipes, ce qui peut se comprendre, qui marche bien, quoi. Voilà. En fait, c'est un genre de sport-études, en fait. Comment c'est organisé ? Parce que... Oui, non, ça se passe en partenariat. Alors, un sport-études, entre guillemets, l'horaire ménagé, ça se passe en partenariat de la 6e à la 3e avec le collège Berthelot depuis 36 ans maintenant. Et ensuite, le reste se passe avec le Glisser Bellevue, le Krebs de Toulouse, pour les nageurs qui sont pris dans le centre de formation. Ils sont une douzaine de nageurs à ce moment-là. Et après, ils sortent de ce niveau-là des nageurs qui seront universitaires, qui vont rejoindre le centre, les groupes élites, quoi. Mais on met l'accent sur le fait que il faut qu'ils aient un double projet pour nager, quoi. Il ne s'agit pas qu'on se retrouve avec des nageurs qui n'aient pas de métier à l'arrivée. Ce que je leur dis à chaque fois, on n'est pas une pisciculture, quoi. Voilà, donc, garçon-fille, bien sûr. Garçon-fille, bien entendu. Alors, la proportion, c'est quoi en termes de garçons-filles en nombre vous avez plus de nageuses, plus de nageurs, quoi. Je pense que c'est quasiment, pas 50-50, mais quasiment à peu près pareil, quoi. Actuellement, dans le groupe élite, il doit être 60-40 garçons-filles, quoi, à peu près. Mais sinon, dans les autres groupes, c'est
l'équité, quoi. Et donc, pour les néophytes, quelles sont les disciplines alors du coup de natation? Est-ce que par exemple vous préparez aussi à la natation synchronisée ou est-ce que c'est toutes les disciplines qui sont aussi Alors, le département gère ça, effectivement, y compris le water-polo, mais nous, au sein des Dauphins et Touac, on ne fait que de la natation course. Voilà. Ok, donc c'est quoi la natation course pour ceux peut-être qui ne Donc, connaissent c'est pas? les différentes les 4 nages, quoi, papillon, dobra, scroll, et puis les différentes disciplines, enfin, les différentes distances, 50, 100, 200, 400, 1500 pour les nages libres et 50, 100, 200 pour les autres épreuves, et puis 204 nages et 404 nages. On gère la partie course, et puis après les autres clubs. Certains clubs font plusieurs choses. Colomiers, par exemple, fait de la natation course, mais aussi de la natation artistique. Le Stade Toulousain fait du water-polo, voilà. Et d'autres. Et puis la natation des maîtres aussi, bien entendu, qui existe. Les Dauphins et Touac, nous, c'est uniquement la natation course. Donc pas dans les nages libres, pas ces disciplines-là. Nage libre aussi, parce que ça fait partie de la natation course, mais l'eau libre, Eau libre, oui. on en faisait un peu, mais on s'est un peu retiré de là pour consacrer sur la natation course, quoi. Et du coup, au sein du département, quels sont les axes de développement que vous souhaitez mettre en avant et mettre en place par le comité? Ouais, alors ce qu'il est prévu pour l'année 23-24, c'est de mettre en place davantage de stages de formation pour les benjamins et les jeunes, et mixer ça avec des stages de préparation pour les entraîneurs et faire venir, ou du département même ou de l'extérieur, des personnes référentes pour qu'ils puissent faire de la formation sur des sujets bien particuliers, pour qu'ils puissent avoir des infos et se développer et se former davantage. Je parle là des entraîneurs, bien entendu, quoi. Voilà. Et après ces stages-là de regroupement, on va les retrouver jusqu'à la fin de l'année, puisque au mois de juin l'an prochain, il y aura à nouveau une Coupe de France des départements pour que le département de la Haute-Garonne brille au maximum. Top. Oui, ça va très bien. Et les projets au niveau du comité, est-ce qu'il y a un vrai projet à part le développement? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en place avec des grosses compétitions? Quelles sont un petit peu... Alors le comité départemental, lui, fait donc les compétitions juste du département, quoi. Donc, on va dire que l'apothéose, entre guillemets, ça va être la Coupe de France des départements. Et le reste, c'est la Ligue qui le gère, quoi. De temps en temps aussi en partenariat avec le département, d'ailleurs, mais sinon, c'est la Ligue qui prend les compétitions les plus grosses. La Ligue fait aussi appel à des clubs pour mettre en place des meetings nationaux, des clubs qui ont du savoir-faire pour organiser en interne des compétitions nationales, quoi. Ça vous fait du travail, tout ça, en fait? Ça nous fait un peu de travail. Vous êtes un peu fatigué. Voilà, vous êtes directeur donc général, donc je rappelle du TOEC. Donc votre rôle dans cette gestion en fait humaine principalement, c'est de gérer les nageurs, de superviser. Quelle est un peu votre fonction dans... Ouais, c'est une fonction RH, bien qu'on ait une responsable charge des ressources humaines, hein, mais après il y a 25 salariés. Donc c'est quand même une association qui se veut être une PME quelque part aussi. Ouais. Voilà, on gère un bassin olympique, on gère de l'école de natation jusqu'au haut niveau, on gère la formation dont on a parlé tout à l'heure. On est aussi en partenariat avec le CREPS de Toulouse parce qu'en natation on a la chance entre guillemets d'avoir un métier à la fin. Si on veut avoir un métier, ça veut dire qu'on peut, si on fait du basket, on ne va pas passer un diplôme pour surveiller un terrain de basket, que en natation on va passer un diplôme pour surveiller un bassin. Voilà, donc ça donne aussi un diplôme de maître nageur sauveteur et ça fait partie des avantages. Donc il y a ça aussi qu'il faut gérer. Donc toutes ces choses-là, on les gère. Et puis, pour 2026, j'espère, il y a un projet de cité de la natation qui se met en place. Donc, ça veut dire la construction d'un complexe avec un bassin olympique, bassin d'apprentissage, bassin 25. Ça serait vers où? Ça sera au Grand Parc Garonne. Voilà, ça sera là-bas. Ça, c'est le grand projet, en fait. Et c'est en train de se mettre en place avec des réunions de chantier et tout ce qui va avec, quoi. Super. Et quel message vous aimeriez passer à des gens qui, justement, peut-être s'interrogent, savoir s'ils veulent, ils peuvent faire de la natation? Comment vous aimeriez parler à ces gens qui, peut-être, n'osent pas venir à vous? Il faut qu'ils osent. Qu'est-ce qui peut leur donner envie? Je pense que ce qui va leur donner envie, je pense c'est pareil pour le rugby et le foot. S'il y a des résultats dans les différentes équipes de France, on a toujours envie de faire des choses, quoi. Et je pense que si à l'issue des championnats du monde, il y a des belles performances, ça peut aussi donner l'envie à des jeunes nageurs ou des jeunes garçons ou filles de pousser la porte des piscines et de venir voir ce qui s'y passe, et puis après de mettre le pied dans l'eau et la tête ensuite, et c'est parti, quoi. Et moi, j'ai une autre petite question un peu... alors là, c'est pas si tu te le sens pas de répondre. On parle souvent de valeurs sportives. Et du coup, c'est vrai que je me dis, la natation, c'est quand même un sport un peu individuel et moins collectif, peut-être à part sur d'autres épreuves. Ouais. Quelle est pour toi la valeur primordiale de la natation? Mais je pense que c'est aussi des valeurs humaines et de la cohésion de groupe, parce que même si c'est un sport individuel, quand la distance, à chaque fois que l'entraîneur est terminé, il se retrouve au bord du bassin,
dans l'eau, hein, mais au bord du bassin, ils discutent et puis ils se motivent pour l'entraînement suivant ou la série suivante. Et s'il n'y a pas de cohésion... Oui, il y a un gros lien, c'est ce que tu disais, entre les entraîneurs et justement les nageurs. Et les nageurs aussi, ouais. Sinon ça ne marche pas, oui, bien sûr. Ouais. Ça Donc confiance aussi envers la confiance envers du coup l'entraîneur. Ah, c'est primordial. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas s'entraîner. On ne peut pas passer 5-6 heures dans l'eau par jour, plus 1 heure ou 2 de muscu, et puis pas avoir confiance à ce que demande la personne qui est au bord du bassin. Ça ne serait pas possible. Donc effectivement, il y a une grosse confiance entre les uns et les autres. Merci. Et puis il ne faut oublier qu'il y a du relais et que le relais c'est un sport d'équipe quand même et qu'il faut être une grosse cohérence entre j'imagine. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous témoigner de ça. Je pense qu'on va souhaiter qu'il y ait des bons résultats parce que je crois que c'est ce qu'on va suivre toute cette semaine. Hein, c'est ça. Dès la semaine prochaine, ça commence le 23. Le 23, voilà. Donc plein de choses à venir parce que le 23, il y a aussi l'équipe de France de foot qui va rentrer en liste de cette Coupe du Monde de football. Donc il y a plein d'événements à venir. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres émissions éventuellement. Vous êtes le bienvenu, n'hésitez pas à venir nous voir en tout cas. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler rugby et Coupe du Monde des moins de 20 ans avec Romain Blatt. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Robin Blatt, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Et si on parlait de sport. Romain, en tant que conseiller technique de la Ligue Occitanie de rugby, tu as dû apprécier cette finale avec nos moins de 20 ans. Quel spectacle et quel exploit! Oui, un grand match de la part de nos jeunes joueurs français avec le résultat qu'on attendait tous, une victoire éclatante pour la 3e fois d'affilée être champion du monde. Donc une grande soirée, vendredi 14 juillet, jour de fête nationale, tous les ingrédients étaient réunis. Ils ont marqué des points, c'était le feu d'artifice finalement. Oui, après un début de match un peu poussif, le temps peut-être de s'enlever un peu de pression, ils ont réussi à mettre leur jeu en place et les individualités ont fait la différence pour marquer 50 points en finale, c'est extraordinaire. Alors si on revient un petit peu en avant sur cette Coupe du Monde, il n'y a pas que ce match-là, puisque on a eu l'Angleterre avant, on a eu les bébés Nouvelle-Zélande, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est pas la première fois finalement. Non, c'est pas la première fois, mais on commence à s'habituer. 3e fois d'affilée où on finit à pas remporter le titre de champion du monde, mais une compétition compliquée avec des adversaires de qualité et un format de compétition qui est assez exigeant pour nos joueurs parce qu'ils jouent chaque 4 ou 5 jours, des matchs de haut niveau et ils ont pu enchaîner les performances de haute volée, notamment en battant les Baby Blacks en phase de poule, ce qui nous a libéré un peu de pression sur le dernier match contre les Gallois, nous a permis aussi de faire tourner les joueurs et reposer certains joueurs pour que tout le monde déjà participe à l'aventure et reposer aussi nos cadres pour après les matchs de phase finale, la demi-finale contre l'Angleterre et l'Irlande pour finir. L'Irlande, c'était quand même la bête noire. Ils nous ont battus au tournoi destination. On se disait, est-ce que ça va passer? Parce que finalement, c'était un peu l'attente sur cette finale. Oui, ça faisait les deux dernières fois où on les avait joués, ils nous avaient battus, notamment sur le dernier tournoi destination, avec un match un peu particulier avec des sanctions qui nous ont aussi pénalisés. Donc on sentait quand même qu'il y avait le potentiel pour gagner et battre ces Irlandais, mais encore fallait-il le faire et ils l'ont fait de la meilleure des façons en écrasant cette belle équipe d'Irlande. C'est parti quand même mal, parce qu'ils nous ont mis un essai d'entrée de jeu. Enfin, le démarrage n'était pas terrible quand même. Oui, mais c'est la force de cette équipe, c'est justement de croire au projet, de croire en leur individualité, croire en
leur façon de jouer et leur qualité. Ce qui fait que même contre les Anglais, ils ont commencé très mal la partie, ils ne se sont jamais affolés, ont réussi petit à petit à revenir au score et passer devant pour finir les matchs à chaque fois avec un écart au score suffisant pour être tranquille. Et justement, comment on peut expliquer à des personnes qui découvrent ça que quand même, 3 fois d'affilée, il y a quand même une domination française, alors que normalement, effectivement, on ne nous déclare pas gagnant comme ça, mais 3 années d'affilée, sachant que, pour la petite anecdote, les éditions de 2020, 2021 et 2022 n'ont pas eu lieu faute de Covid. Donc, là, c'est 2018, 2019 et cette année 2023. Comment on peut expliquer cette domination quand même française ? On peut appeler une domination. Dans cette catégorie, surtout. Dans cette catégorie, voilà. oui. Oui, ils sont des très bons entraîneurs les autres aussi. Ce qui fait la différence, c'est qu'on optimise, je pense, à 100% le potentiel de ces talents, de ces joueurs-là. On avait les talents les années précédentes, avant qu'on marche sur le toit du monde, qu'on soit sur le toit du monde, mais peut-être que le potentiel n'était pas forcément très optimisé. Les autres nations nous regardaient en nous disant qu'on était un géant endormi, parce qu'en termes de licenciés, de masse de joueurs, on a une base importante. Très solide, très importante, mais on n'optimisait pas forcément le haut de la pyramide, notre élite. Et là, depuis quelques années, avec un travail conjoint entre la fédération et les clubs, on arrive à optimiser les potentiels de chaque joueur pour avoir une équipe de France, les équipes de France performantes. Donc il y a une détection en amont. Comment c'est la détection de ces talents-là ? Ouais. À quel âge, en général, on peut détecter ces talents ? Le début de notre filière de formation, la filière de haut niveau, elle commence à 14 ans, avec des stages, des premiers stages où on regroupe les meilleurs joueurs entre eux, garçons comme filles. Et ensuite, les meilleurs joueurs partent sur les académies Pôle Espoir, qui sont en fait des sports-études, où ils ont pour projet de remplir l'objectif du double projet, justement, réussir scolairement et aussi sportivement. Mais en parallèle de ça, tous ne sont pas dans les académies Pôle Espoir dans notre fédération. Les potentiels sont aussi certains dans des clubs et progressent et s'épanouissent au sein de leur club. Et au final, ça donne des équipes de France qui sont très performantes. En tout cas, c'est vraiment sympa d'être passé nous voir sur ce sujet parce que nous, on était derrière nos écrans de télévision, on a pu applaudir. Et alors, le message, il est passé. Les jeunes de moins de 20 ans, on l'a dit, et maintenant, la balle est dans le camp de l'élite, quoi. On espère tous qu'on va pousser en mêlée pour aller gagner cette Coupe du Monde enfin, puisque, effectivement, on a beau gagner en moins de 20 ans, on n'a pas encore gagné la Coupe du Monde au-dessus. Oui, c'est ça. Ils ont montré la voie, le chemin est tracé. Maintenant, au plus grand de faire ce qu'il faut pour aussi être champion du monde, même si ça sera encore une fois compliqué avec des adversaires qui seront de qualité. Mais je pense qu'on a une équipe qui peut raisonnablement être championne du monde en octobre. En tout cas, on va tous pousser derrière elle. Merci beaucoup. On va pousser avec vous en tout cas. Bien, bonjour Christian Bonhomme. Donc on vient d'entendre Romain Blatz qui nous a bien parlé de cette Coupe du Monde de rugby. On revient vers vous. Vous êtes secrétaire général du comité départemental de rugby de la Haute-Garonne. Bonjour. Bonjour. Voilà, très content de vous recevoir sur ce plateau. Vous allez nous parler un petit peu maintenant de ce qui se passe dans ce département avec le rugby. Comment c'est un peu organisé sur le département, le rugby ? Le rugby dans le département, déjà c'est un gros département de rugby, voilà, puisque on est quasiment à 20 000 licenciés, donc ce qui est quand même beaucoup, 16 000 licenciés sportifs, voilà, 80 clubs, 53 écoles de rugby, donc ce qui en fait un des plus gros départements de France en termes de rugby. Et avec un fer de lance quand même qui n'est pas négligeable quand on pense que vous avez quand même au centre de ce département, il faut le dire quand même, le fameux Stade Toulousain. Voilà, oui, on a une locomotive qui tire tout le monde évidemment derrière elle et on en est ravis, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à ça et à leur 22e bouclier que du coup il y a autant de licenciés au sein du département ? Oui, on peut pas minimiser l'impact qu'a, je dirais, le Stade Toulousain, mais aussi Colomiers, Blagnac, tous ces quand même clubs qui pratiquent un haut niveau, qui fédèrent autour d'eux tout un tas de jeunes qui s'identifient un peu à tous ces joueurs et qui souhaitent évidemment pratiquer et qui alimentent tous nos clubs amateurs. Alors justement, comment vous structurez-vous ça maintenant ? Parce qu'il y a ces gros clubs professionnels, on va dire, mais vous êtes aussi à vous occuper du côté amateur quand même. À quel âge aussi ? À quel âge on peut commencer à jouer au rugby ? Voilà, je dirais que plus particulièrement, on s'occupe des clubs amateurs. Parce que les clubs professionnels
ne nous attendent pas pour développer évidemment leur activité, même si on est présent sur les écoles de rugby, y compris des grands clubs. Hein, voilà. On peut commencer dans les baby rugby, donc, c'est-à-dire à l'âge de 3 ans. Hein. Et vous développez différentes... Les crampons ne sont pas grands voilà. à cet âge-là. Hein. Et justement, vous développez, il y a les enfants, mais vous développez différentes disciplines au sein du comité. C'est-à-dire qu'il y a le rugby à 15, vous faites aussi du rugby à 7. Tout ça, c'est fait partie de la même famille. Comment c'est organisé ? Oui. C'est-à-dire que très longtemps, le rugby a été un peu sectaire. C'est-à-dire que c'était le rugby à 15 points. Et donc après, il a fallu, comment dirais-je, prendre en compte un peu l'aspiration des nouvelles générations. Certains aiment la compétition, d'autres, elles sont plus rugby loisirs. Donc du coup, il a fallu, et là c'est la fédération qui a proposé ça, et évidemment les comités ont suivi, développer du rugby à 5, du rugby à 7, évidemment le rugby féminin qui a une très grande place dans la pratique au niveau du département. Voilà, donc on a ouvert un peu à d'autres pratiques et qui conviennent évidemment à un maximum de personnes. De la même façon, il y a des gens qui étaient un peu exclus de la pratique, comme par exemple toutes les personnes atteintes de handicap psychique et moteur et mental, qui depuis 2 ans ont 4 sections qui leur proposent une pratique à l'intérieur au sein de 4 clubs. Alors votre rôle à vous, concrètement au niveau du comité, vous coordonnez ces efforts-là en relation avec la Ligue, j'imagine, et avec la fédération. Quel est votre rôle principalement ? Notre rôle, c'est d'impulser, voilà, et d'être, comment dirais-je, les relais de ce qui, au niveau fédéral, peut être décidé. Voilà, et nous, on le met en application. Et même, on peut, ce qui a été le cas dans le cadre du sport adapté, par exemple, prendre l'initiative de créer des choses. Ce qui a été le cas aussi du CCI Rugby, puisque c'est le comité départemental de rugby de la Haute-Garonne qui a initié cette pratique de CCI Rugby. Alors, qu'est-ce que c'est le CCI Rugby pour les personnes qui ne connaissent rugby, pas ? C'est un concept effectivement et qui interpelle. C'est pratiquer la balle ovale avec des personnes malvoyantes et non-voyantes. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle discipline qui a été développée. Ça, c'est une nouvelle discipline, puisque pendant 2 ans, ça a été, comment dirais-je, expérimental, puisqu'il a fallu trouver un ballon qui sonne, mettre des bandeaux, puisque l'avantage, c'est que ça peut se pratiquer voyant et non-voyant, voilà, puisque quand on a un bandeau sous les yeux, je veux dire, les plus handicapés, c'est pas forcément les non-voyants, c'est peut-être les autres. Voilà, donc ça comment dirais-je, ça s'est développé. Et voilà. Donc maintenant, c'est au niveau ligue que ça continue à se développer, puisque je crois que la pratique va un peu se répandre, puisque la fédération est derrière et a validé ce genre de... Justement, concrètement maintenant, au niveau de ce que vous faites avec le comité, quelles sont les options à venir, les grands projets à venir du comité On aura l'occasion de se revoir et d'en reparler, mais là, dans l'année qui vient, qui est une année forte avec cette Coupe du Monde de rugby quand même. Le gros projet qu'on va développer, qu'on va mettre en place, et ça fait 2 ans qu'on y travaille, c'est un projet pour les scolaires. Voilà, pendant les 7 semaines de la Coupe du Monde, où les enseignants auront de la ressource pédagogique dans toutes les disciplines, français, maths, éducation physique évidemment, arts plastiques, en lien avec la Coupe du Monde. C'est-à-dire générer des apprentissages en surfant sur l'événement du moment, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos et comment on peut justement vous joindre et avoir accès à ces autres disciplines et savoir comment vous retrouver ? Il suffit d'aller sur le site, je dirais, du comité départemental de rugby.
Et donc, dessus, évidemment, il y a l'ensemble des activités que l'on propose, que l'on mène. Et après, on peut très bien aussi nous contacter par téléphone ou par mail. Il y a les adresses qui se trouvent sur le site. Donc, on demande à parler à Christian Bonhomme et lui va nous renseigner. Absolument. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Christian. On aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là, puisque c'est un sujet sensible. Vous le savez que nous avons prévu des chroniques spéciales pendant la Coupe du Monde de rugby, et vous serez bien sûr le bienvenu pour nous aider à commenter cette période-là, et on sera à vos côtés pour suivre ce beau projet auprès des enfants. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt. En tout cas, merci beaucoup Romain pour cet échange et cette analyse de la victoire en Coupe du Monde de nos moins de 20 ans. Merci Christian aussi pour cet éclairage sur le rugby dans le département. L'antenne vous est vraiment ouverte à tous les deux, et puis suite à l'actualité récente qui va arriver bientôt, vous êtes vraiment les bienvenus quand vous voulez pour communiquer et venir échanger avec nous sur le rugby. Très bien, c'est gentil, merci. Place maintenant à la chronique sport, éducation et citoyenneté avec Norbert Hentz. Et si on parlait de sport, la chronique. Alors Norbert Hentz, bonjour. Bonjour. Tu es chargé de développement, référent service civique au sein du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne. Alors on entend souvent parler de service civique dans différents domaines d'activité, mais concrètement, qu'est-ce que le service civique ? Alors ça, c'est une excellente question. Le service civique, c'est un engagement, c'est une mission que des jeunes âgés de 16 à 25 ans et 30 ans pour les personnes en situation de handicap peuvent réaliser au sein de structures, d'associations, de comités ou alors d'organismes liés à l'État. Cette mission dure de 6 à 12 mois, ça dépend un petit peu, c'est varié, ça dépend de la mission qui est proposée. On est sur un rythme hebdomadaire de 24 heures par semaine, donc c'est 24 heures réalisées sur la mission, sur la thématique présentée, et il y a différents domaines d'activité. Il y a 10 domaines d'activité, je ne vais pas les citer tous, mais pour faire les grandes activités, il y a l'éducation pour tous, il y a la santé, il y a l'environnement, et enfin, ce qui nous concerne à nous, le GDOS, c'est le sport. Dans le sport, il y a plein de missions. Je peux vous citer par exemple la promotion de certaines disciplines, certaines activités physiques. Il y a l'aide à l'organiser des événements. Il y a autant de missions possibles qu'il y a de structures qui existent sur le territoire. Donc, tu l'as un petit peu dit, mais du coup, qui est concerné par ce service civique alors ? Uniquement des jeunes. Donc moi, c'est foutu, moi. Ouais. Je pense moi aussi, c'est foutu. Donc comme je disais, c'est de 16 à 25 ans. C'est donc principalement des personnes qui souhaitent s'engager dans des clubs, découvrir ce milieu, découvrir peut-être un nouvel avenir professionnel. Donc comme je disais, peut-être pour les personnes en situation de handicap, ça va au-delà de 25 ans, ça va jusqu'à 30 ans. Mais sinon, c'est uniquement les jeunes de 16 à 25 ans. L'autre petite contrainte, c'est que seuls les volontaires peuvent faire qu'une mission. Donc si vous avez déjà réalisé une mission de service civique, vous ne pourrez pas la réitérer ou refaire une autre mission. Donc c'est qu'une fois par vie, en fait. C'est ça, exactement. Okay. Exactement, voilà. Et du coup, en ce qui concerne les sports, c'est quelles actions réellement, là tu as mis le doigt sur le sport en premier, quelles actions peuvent être menées par un service civique ? Qu'est-ce qu'un service civique peut faire dans le sport ? Le service civique, il peut venir en complément des activités qu'il y a dans le club. Les missions sont assez variées. Il y a juste des contraintes que le service civique ne pourra pas faire. Il ne peut pas faire tout ce qui est coaching, entraînement, mais sinon, tout ce qui est lié à l'activité de l'association, par exemple, que ce soit d'organiser des événements, promotion de la discipline, il peut aussi mettre en place certains outils de communication, aider sur les réseaux. Les missions sont vraiment multiples. Ouais. Ça, c'est varié. C'est ça. C'est à voir avec la structure, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, et de proposer une mission cohérente. Alors en plus, apparemment, il y a des avantages aussi à faire un service civique. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les avantages justement ? Bien sûr. Je vais commencer par le plus simple. Déjà, il y a l'indemnité. Souvent, c'est quand même un grand avantage. C'est 609 € par mois. Les jeunes sont indemnisés tous les mois. Il y a la possibilité de le cumuler avec des stages, avec ses études ou alors avec un emploi à côté des salariés. Possibilité de lisser les heures, donc faire un peu plus d'heures au début. Voilà, le but étant de faire 24 heures en moyenne. Il y a 2 formations qui sont à réaliser aussi. Donc, faire la possibilité de faire une formation au geste de premier secours, une autre formation sur une autre thématique de son choix. Ça permet d'avoir une expérience professionnelle reconnue et enfin de cumuler un trimestre pour la retraite. Voilà pour les principaux avantages. Ah oui, c'est sympa. Alors, où du coup on peut se renseigner pour postuler à justement un poste de service civique dans le sport ?
Alors, déjà voir avec le club et votre fédé si ils n'ont pas leur agrément. Et sinon, vous pouvez toujours venir vers le GDOS pour voir si nous, on peut vous proposer un service civique. Donc, vous pouvez directement aller sur le site internet www.gdos31.fr. Et dans ce cas, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour le service civique. Eh bien, merci beaucoup Norbert pour toutes ces informations et à bientôt pour une prochaine chronique sport, éducation et citoyenneté. Et si on parlait de sport, la prolongation. Voilà, on se retrouve pour la prolongation avec nos invités Michel Coloma et Romain Platte. Et le petit quiz que Audrey nous a préparé aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà écouté. Le principe, c'est qu'à chacun, je vais vous faire un quiz. Donc, on va par exemple commencer par la natation, mais posée à Romain. Et on va parler rugby à Michel. Et après, il y aura des petites questions de rapidité bonus sur les JO. C'est OK pour vous ? C'est OK. Qui souhaite passer en premier ? Allez, je veux bien. Allez, Romain. Donc, du coup, quiz sur la natation. Normalement, si tu as bien écouté la première mi-temps, combien de nages existe-t-il ? 2, 4, 5 ou 6 ? 4 nages. Bravo. Alors, deuxième question, on n'en avait pas parlé, mais comment s'appelle le quintuple champion du monde de natation ? Camille Lacour, Clément Mignon, Charlotte Bonnet ou Théo Curin ? Lacour. Bon, alors là, bravo. Hein. Alors là, je suis impressionnée, Romain. Autre question, comment s'appelle la championne du monde de paranatation adaptée ? On en parlait un peu du sport adapté la semaine dernière. Marie Graffio, Océane Bouvet ou Cléo Renou ? Océane Bouvet. Eh non, quand même, il fallait une petite piège. Hein. C'est Cléo Renou. Dans quel club est licencié Florent Manodou ? Alors, il y a 4 cercles des nageurs de Brest, cercle des nageurs de Marseille, le cercle des nageurs Guingampé, je suis désolée, ou le cercle des nageurs du pays de Redon. À Marseille. Ah, bravo. 3 sur 4, bravo. Merci. Michel, est-ce que tu es prêt pour les questions sur le rugby ? Allez, allons-y. Alors, quel est le nom donné à l'équipe de France de rugby ? Le Stade français, le 15 de France, l'Olympique français ou le Racing Club ? Le 15 de France. Bravo. Deuxième question, quel ancien joueur de rugby était le sélectionneur de l'équipe de France de rugby sur la période 2018-2019 ? Philippe Saint-André, Jacques Brunel, Guy Novès ou Fabien Galtier ? Redis, vas-y. Philippe Saint-André, Jacques Brunel, Guy Novès ou Fabien Galtier ? Novès. Pardon, le premier. Philippe Saint-André. Oui. Et non, c'était Jacques Brunel, qui était aussi l'adjoint du sélectionneur Bernard... Tu me dis si je me trompe, Romain, parce que ça va. Je suis. Je dis pas de bêtises. Après, moi, le quiz, c'est pour ça. C'est bien que tu sois là. En fait, il a été aussi sélectionneur adjoint du sélectionneur, donc Bernard Laporte, sur la période 2001 à 2007, avant de devenir le sélectionneur du 15 de France. Oui, et de l'Italie aussi. Et de l'Italie. Voilà, merci. Avant ça. Troisième question. Combien de fois la France a-t-elle remporté la Coupe du Monde de rugby ? 1 fois, 2 fois, 3 fois ou jamais ? Vas-y, dis. Jamais. Franchement, je ne pensais pas. Donc, j'ai été surprise. Donc, effectivement, l'équipe masculine du rugby a été finaliste à 3 reprises. Mais voilà, elle n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Donc, en 87, en 99 et en 2011. J'ai bien révisé ? Oui, c'est ça. Super. Dernière question, dans quel stade le 15 de France avait l'habitude de jouer avant la création du Stade de France en 98 ? Donc, est-ce que c'était le stade olympique de Colombes ? Est-ce que c'était le stade Marcel Michelin ? Est-ce que c'était le Parc des Princes ou le stade Sébastien Charletti ? Parc des Princes. Et bravo. Entre 1973 et 1998, le Parc des Princes accueille les rencontres de l'équipe de France de rugby. Donc voilà. Donc on a 2-3. Donc maintenant, petite question quiz JO. Donc là, c'est le quiz rapidité avec le petit buzzer que vous avez sur le côté. Donc pour info, il y a toujours 4 propositions. Donc après, faites attention à vos mains de ne pas vous faire tailler. Mais bon, on a quand même un rugbyman face à un entraîneur de natation. Bon voilà, pas de mêlée. Et attention. Quel athlète a enregistré le record du monde de 100 mètres en 9 secondes 58 ? Usain Bolt. Alors voilà, ça c'est l'option. Vous n'êtes pas effectivement obligé d'attendre que je lise les 4, mais c'est bien ça. C'est le premier athlète à détenir simultanément les records du monde de 100 mètres, de 200 mètres et de 4 fois 100 mètres. Donc bravo Romain. Deuxième question JO. Quel pays organise les Jeux Olympiques d'été de 2028 ?
Est-ce que c'est les États-Unis, le Japon, la Russie ou l'Arabie Saoudite? Les États-Unis. Et ouais, bravo. Bravo Michel. Donc les JO 2028 se dérouleront exactement à Los Angeles. Troisième question, donc là on a une réponse chacun. Quelle est l'année la plus récente où la France a été numéro 1 au classement général des Jeux Olympiques? 1900, 1926, 1946 ou alors la France n'a jamais été numéro 1? 1900. Bravo Michel. 1900, c'est la seule fois que la France a terminé numéro 1 au classement général et le pire classement est 25e en 1960 à Rome. Donc, pour info, Laurent il dit rien, il écoute. Je t'écoute. Dernière question, donc 2-1. Quelle est la nouvelle devise des JO introduite en 2021? Plus vite, plus haut, plus fort ensemble. Pour la beauté du sport, la flamme anime les passions ou l'important est de participer? Plus vite. La première. Il a été rapide, hein. Là, c'est quand même victoire inconditionnelle de Michel sur les questions JO rapidité. Donc la devise originale créée par Père Didon en 1891 était plus vite, plus haut, plus fort. Et c'est en 2021 qu'elle a été complétée par le mot ensemble. Donc en latin, la devise est donc, alors je sais pas trop faire de latin moi, Citius, Altius, Fortius, Communitaire. C'est ça? C'est ça. Et ben voilà. Donc merci en tout cas à tous les deux, merci pour votre participation. Donc sur les premières questions, c'était Romain qui avait gagné, mais là les questions de rapidité, c'est Michel qui a emporté ces quiz haut la main du coup. Donc merci à tous les deux. Merci. Vous gagnez le plaisir et la joie de revenir quand vous voulez. Ça c'est c'est les résultats que nous on fait et puis à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est la fin du match et de cette émission. Et on retrouve notre superbe chroniqueuse et co-animatrice Pauline Gaston conduite pour les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Et oui André, on va débuter avec le Tour de France à suivre le samedi 22 juillet pour la 20e étape entre Belfort et Markstein-Fellring, une étape de 133 km. Les commentaires de l'étape sont signés Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Je cite, « Il reste à la veille de l'arrivée un menu alsacien susceptible de provoquer des indigestions, y compris sur ce format raccourci où le cumul d'escalade atteint 3600 mètres. Si le match pour le maillot jaune est encore ouvert, tout est possible. Après le ballon d'Alsace, il y aura des options pour lancer des assauts au col de la Croix des Moines, un peu plus loin au col de Grosse-Pierre, puis à la Schulz, avant d'attaquer le petit ballon et le Platzer Oisel terminé. » Bravo. Bravo. Toujours dans le Tour de France, dimanche a lieu la 21e et dernière étape de cette 110e édition. Une étape de 115 km entre Saint-Quentin en Yvelines et Paris. C'est en forme olympique que devront se présenter les prétendants au dernier bouquet sur un parcours dessiné en clin d'œil aux Jeux de Paris 2024, dont les épreuves de toutes les disciplines cyclistes se tiendront en grande partie dans les Yvelines. Les sprinteurs attendront le manège vertigineux des Champs-Élysées pour se mesurer. Dimanche, il y a aussi de la Formule 1 avec le championnat du monde et le Grand Prix de Hongrie sur le circuit du Hungaroring. Jeudi 20 juillet a lieu le coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de football qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et du 14 au 30 juillet, vous pouvez aussi retrouver les championnats du monde de natation à Fukuoka, au Japon. Toutes les disciplines seront représentées, natation, plongeon, natation artistique, nage en eau libre. En water-polo, il y a les championnats du monde femmes à Fukuoka, toujours au Japon, du 16 au 20 juillet, avec une équipe de France qui sera présente, idem pour les hommes, où les championnats du monde auront lieu du 17 au 21 juillet. En volleyball, il y a la finale 8 de la Ligue des Nations qui se tiendra à Gdansk, en Pologne, du 19 au 23 juillet. Et enfin en escrime, les championnats du monde qui auront lieu du 22 au 30 juillet à Milan en Italie. Et merci beaucoup Pauline pour cet agenda des sportifs. Et donc le programme pour nous de la semaine prochaine, l'ouverture de la Coupe du Monde bien sûr, Coupe du Monde féminine en Australie. Eva L, joueuse de football avec un diplôme d'entraîneur qui travaille au sein du district Haute-Garonne, nous apportera sa vision du football féminin et son pronostic pour nos Françaises. Elle nous présentera aussi la discipline au sein du département. En deuxième partie, nous recevrons Serge Bastiani pour parler de boxe et des derniers résultats de nos Toulousains lors des derniers Jeux européens. Nous évoquerons aussi la discipline dans le département. Merci à Michel Coloma, à Romain Blatt, à Christian Bonhomme et à notre chroniqueur du jour Norbert Hens pour leur participation. Merci à vous tous, chers internautes, de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu.
Merci à toute l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission. Et merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 6e émission. Pauline, Marin et notre partenaire informatique Semperconnect pour ses conseils avisés. Et merci beaucoup Laurent. Merci Audrey. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.